Ce qu'il faut donc bien voir, me semble-t-il, c'est que lorsque le jeune Miloš, le jeune entre guillemets, publie en 1910, donc Miloš est né en 1877, L'amoureuse initiation, il sait déjà que l'amour a une valeur initiatique. Ce n'est pas une éducation sentimentale, ce n'est pas une éducation amoureuse, c'est cette idée qu'il y a une conjonction entre l'amour et l'initiation, ou une initiation de l'amour. C'est ce qu'on appelle dans le domaine hindou la voie bhaktique, la voie dévotionnelle, qui est déjà en filigrane, même si Miloš ne fait pas d'incursion directe, ou très peu, dans ce domaine métaphysique-là des Védas. Mais voilà, il y a dans l'amour une part d'initiation, et une part de l'initiation est rendue possible par l'amour. En ce sens, l'amour est un arcane. Les arcanes, c'est un des titres des œuvres métaphysiques de Miloš. On pourrait songer également à l'arcane 6 du tarot, du jeu de tarot, l'amoureux. C'est, je crois que dans cette perspective-là qu'il faut lire Miloš. Il le reconnaît lui-même d'ailleurs. Je le cite, « J'ai consacré à ce mystère, le mystère donc est l'arcane conjugal, qui est, pour parler la langue de Swedenborg, l'amour conjugal, une de mes œuvres de jeunesse, l'amoureuse initiation, dont j'aurais pu dire peut-être l'expression quelque peu outrée, mais pas l'immuable philosophie. » Miloš est d'une clarté totale, il est très explicite, l'immuable philosophie. Et effectivement, indice, dans le cœur de l'amoureuse initiation, c'est là que l'on rencontre Paracels, c'est là que l'on rencontre Cornelius Agrippa, c'est là que l'on rencontre Pythagore, et c'est là que l'on rencontre Swedenborg. Voilà. Leurs noms sont déjà présents, sont semés en quelque sorte dans ce roman, qui est a priori un roman assez léger, que l'on peut considérer comme assez léger. Pas du tout en fait, c'est déjà quelque chose de très pensé, de très mûri, mais qui n'a pas encore trouvé à se déployer, disons. Et voici ce que dit le héros, le personnage principal de l'amoureuse initiation. « Ma propre expérience m'enseigna à considérer l'amour comme une correspondance universelle entre la matière et l'esprit, et comme une expression sensible de leur identité. » Là encore, le point de vue traditionnel, disons, est exposé d'une manière presque tout à fait littérale, puisque la correspondance universelle, bon, bien évidemment, Abellio appellera ça plus tard l'interdépendance universelle, mais c'est exactement la même chose, et l'identité de la matière et de l'esprit est également au cœur, bien entendu, de la gnose et de la pensée traditionnelle.